Vous écoutez le Libre Journal des économistes. Je suis Laurent Arthur Duplessis. Je remplace le professeur Jacques Garello, qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Et nous allons traiter du thème suivant: la crise économique mondiale n'en est-elle qu'à ses débuts? Pour traiter ce sujet épineux, je reçois Olivier Delamarche, associé et gérant de Platinium Gestion et chroniqueur incendiaire sur BFM Business. Éric Froment, directeur de la société de conseil Periculum Minimum et auteur de Les clés du renouveau face à la crise, aux éditions OMS, paru en septembre 2012 et préfacé par Christian Blanc. Et je serai aidé dans ma tâche par Bernard de Fabrègue, que vous connaissez bien, et qui va lire le courrier des lecteurs. Chers auditeurs, la crise économique bat son plein. Et nous allons tout de suite donner la parole à nos invités pour leur demander s'ils ne pensent pas que le point de non-retour a été dépassé depuis longtemps dans cette crise économique mondiale, et si donc celle-ci n'est pas comme une moissonneuse-batteuse qui couche les blés, elle avance avec sa propre dynamique et sans que personne n'y puisse rien. Olivier Delamarche, qu'en pensez-vous? Que bientôt il restera plus de blé à faucher, mais mis à part ça, non, je pense qu'on est au tout début de la crise et non pas ni au milieu ni à la fin. On voit que les autorités économiques et politiques ont très largement perdu la main et on est dans une logique de fuite en avant permanente avec une crise qui est de plus en plus aiguë et avec des gens qui sont de plus en plus incapables de faire quoi que ce soit d'intéressant. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On voit que les mesures qui sont prises sont de plus en plus désespérées, comme ce qui s'est passé récemment au Japon, où on a vu Monsieur Abe prendre ce qu'on appelle maintenant des Abenomics, et qui sont en dépit de tout bon sens. Alors a-t-il le choix? Peut-être pas, mais aujourd'hui le remède est probablement plus mauvais que la maladie elle-même, et donc on va droit dans le mur et on y va en chantant. Éric Froment, partagez-vous ce diagnostic? Eh bien, bonjour à tous les auditeurs. Oui, je souscris à ce que vient de dire Olivier Delamarche. J'ajouterais que, en effet, nous sommes dans une situation difficile, puisque je vous rappelle qu'il y a un certain nombre d'années, on disait que les emplois qui étaient délocalisés, c'est-à-dire expatriés, étaient les emplois bas de gamme que les Français ne voulaient pas faire. Et la fermeture du centre de recherche de Sanofi, où il n'y a que des bacs plus 7, montre bien que le système est allé beaucoup plus loin que ce qui était prévu. Donc je pense que c'est une image assez forte qui montre que nous sommes dans une situation assez difficile. Alors, bon, nous allons développer ça, mais je vous laisse mener l'entretien, bien sûr. Et justement, on voit s'affronter deux conceptions pour gérer la crise. La conception de ce qu'on appelle l'assouplissement monétaire, la traduction de quantitative easing, c'est-à-dire la planche à billets pour parler en termes imagés, ou bien les politiques d'austérité. Alors, la première solution, elle a été prônée dès le G20 de Toronto en 2010 par le président Obama, qui s'était affronté à l'époque avec Angela Merkel, la chancelière allemande, et depuis le débat a cru et embelli, puisqu'en effet, les Européens, notamment du Sud, sont voués à l'austérité et ils sont en récession, tandis que les Américains font de la planche à billets. Alors, est-ce que Olivier Delamarche, il y a une vraie reprise américaine dont on nous rebat les oreilles constamment? Non, absolument pas. Il n'y a pas de reprise américaine. Il y a eu un petit mieux. Enfin, on a empêché les choses de se dégrader très franchement en utilisant la planche à billets et en remplaçant ce que faisaient les ménages américains jusqu'en 2008. Ils ont fait ça pendant une dizaine d'années. Ils sont endettés de 1 000 milliards de dollars par an.
donc ce qui représente à peu près 7% du PIB, ce qui fait que évidemment on avait une croissance là-bas qui était plus forte que dans les autres pays. Suite à la crise des subprimes, des mauvaises obligations, comme on dit ici, suite à la crise des subprimes, les ménages qui étaient déjà surendettés ont arrêté de générer 1000 milliards de dollars par an. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez l'État qui a pris le relais. Alors aujourd'hui, on est toujours dans cette logique-là, sauf que maintenant, quand vous regardez les chiffres, les vrais chiffres, pas les 106% affichés par rapport au PIB de dette américaine, mais si vous incluez les garanties de Fannie Mae, de Freddie Mac et de Sallie Mae, et si vous rajoutez aussi l'endettement des États, à ce moment-là, vous vous retrouvez sur un taux d'endettement qui est autour de 27 000 milliards, ce qui fait 160% du PIB. Donc, ça fait largement longtemps qu'on a dépassé même les fameux 90% de Kenneth Rogoff, et donc qui fait polémique en ce moment, mais ça fait longtemps qu'on les a dépassés. Donc le point de non-retour, il est dépassé depuis longtemps à mon avis, et aujourd'hui le débat entre faut-il de l'austérité ou faut-il de la planche à billets est largement dépassé, parce que de toute façon, je dirais, le résultat va être le même. Est-ce qu'il vaut mieux la peste ou le choléra ? Moi, je pense que l'austérité, bien sûr, est tout à fait contre-productive. On l'a vu en Espagne, on l'a vu en Italie, on l'a vu en Grèce. Mais la planche à billets, quand vous aurez les conséquences de cette planche à billets qui vont surgir, vous regretterez amèrement les conséquences de l'austérité. Donc je pense que c'est un faux débat, et que aujourd'hui, il est bien plus, de toute façon, il faut bien comprendre qu'il est bien plus politiquement vendable de faire de la planche à billets, parce que ça vous permet de vous défausser sur un certain nombre de choses. Et vous n'êtes pas obligé, pour un défaut de paiement, ce qui arrivera à un moment ou à un autre, ce qui est déjà arrivé en Grèce, ce qui arrivera en Espagne, ce qui arrivera en Italie et ce qui arrivera très probablement en France. Un défaut de paiement, c'est compliqué à gérer pour un politique, parce qu'il faut qu'il aille à la télé en disant excusez-moi, mais je ne vais pas vous rembourser. Et à ce moment-là, on se fait pas que des copains. Tandis que la chute de la monnaie, c'est beaucoup plus facilement vendable. On peut toujours dire que c'est pas moi, c'est le voisin, c'est les Japonais qui ont fait trop de planches à billets, c'est les Américains. Et là, on le voit déjà, les gens avancer les pions. On voit le gouvernement français qui attaque Angela Merkel en disant c'est à cause d'elle que tout ça arrive. Donc on prépare le coup, et on prépare la façon de se défausser et de dire c'est pas moi, c'est le voisin. On a vu ça avec les Américains qui sont venus nous donner des leçons en nous disant que il fallait qu'on lance la croissance, parce que eux ça avait marché. On n'a pas vu beaucoup que ça marchait chez eux, mais enfin bon, on peut toujours y croire. Et donc voilà, donc vous êtes dans une logique où aujourd'hui on essaie de se défausser sur le voisin, on essaie de dire qu'on n'est pas responsable. Monsieur Abe, dès la prise du pouvoir, a dit que de toute façon, si ça marchait pas, ça serait la faute du président de la Banque centrale. Enfin voilà, personne ne veut prendre ses responsabilités là-dedans. On sait bien que les politiques sont pas les gens les plus courageux de la terre. Éric Froment, vous êtes très soucieux des questions de mondialisation. Est-ce que vous pensez que justement la mondialisation telle qu'elle a été conçue depuis une trentaine d'années, est-ce que cette mondialisation déséquilibrée structurellement ne contribue pas grandement justement à la crise fatale que nous connaissons ? Si, je pense profondément. Je pense justement que la situation que nous vivons est liée à une mondialisation qui a certainement eu ses avantages, notamment parce qu'elle a
permis d'atteindre en termes de division du travail un niveau qui n'avait jamais été atteint, mais qui par ailleurs a eu des conséquences absolument terribles. Alors ces conséquences sont de plusieurs ordres. D'abord, il faut bien voir que les déficits des pays occidentaux correspondent évidemment aux excédents des pays dits émergents. Il n'y a pas de la comptabilité, c'est une science des contreparties. Donc quand vous avez un déficit quelque part, vous avez un excédent ailleurs. Et donc l'excédent est forcément responsable des déficits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a permis à des populations extrêmement importantes d'avoir accès au développement. C'était sans doute très bien d'un certain point de vue, mais il faut en voir les conséquences. Ces conséquences sont que ces pays se sont inspirés du modèle dominant, donc du modèle consumériste américain essentiellement. Et ils ont donc pratiqué ce que j'appellerais l'économie de l'obsolescence. C'est-à-dire qu'ils ont développé une économie fondée sur j'extrais, je fabrique, je consomme et je jette. Et ça, c'est quelque chose de absolument terrible parce que quand on n'innove plus, et c'est ce qui s'est passé, on entre dans la banalisation des produits, donc dans la guerre des prix. La guerre des prix réduit les marges et pour faire face à cette réduction des marges, on dit il faut réduire les coûts. Alors pour réduire les coûts, que fait-on ? Eh bien on dit on va dans les pays où la main-d'œuvre est à bas coût, on va où il n'y a pas de contrôle social, où il n'y a pas de contrôle environnemental. Et puis on dit aussi, c'est ce que nous voyons depuis un certain nombre de mois en France, on entre dans ce qu'on appelle élégamment le débat sur la compétitivité du travail, c'est-à-dire qu'en résumé, on dit aux Français vous êtes trop payés. Après, on leur dit aussi, vous ne consommez pas assez. Là, on a un premier problème parce qu'on ne peut pas à la fois dire aux salariés vous êtes trop payés et aux consommateurs vous consommez pas assez parce qu'évidemment, c'est avec l'argent du salaire que les consommateurs consomment. Donc ça, c'est un gros problème. Et je voudrais mentionner ici l'effet extrêmement pervers de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, qui est une obsolescence artificielle, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les produits ne durent pas aussi longtemps qu'ils pourraient. On le fait de différentes manières. Il y a 13 méthodes qui ont été identifiées, certaines étant simplement la déclinaison d'autres. Mais fondamentalement, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on aborde très peu, dont la grande presse ne parle pas. Je salue d'ailleurs le projet de loi de Jean-Vincent Placé sur l'obsolescence programmée. Je sais que c'est pas l'étiquette politique la plus en cours ici, mais Aristote disait la vérité est toujours appuyée chez l'adversaire. Et je pense que ça, c'est un point, si vous voulez, qui n'est absolument pas partisan et qui devrait être partagé par l'ensemble des économistes, quelles que soient leurs opinions. Parce que, je vais vous expliquer, il faut en prendre une minute, si vous voulez bien, pour expliquer l'effet pervers de cela. Quand, aujourd'hui, les camions qui sont vendus font tous 1 million de kilomètres. Les voitures sont programmées, suivant les marques que vous achetez, pour faire entre 100 000 et 200 000 kilomètres. Donc, ça veut dire qu'on fabrique entre 5 et 10 voitures au lieu d'une. Et ça veut dire que vous consommez nécessairement plus d'énergie et de matières premières pour fabriquer ce qui vous sert en fait à vous déplacer. Et comme vous êtes limité par le prix, eh bien vous dites il faut qu'il y ait une compensation au niveau de la masse salariale. Et là, eh bien vous rentrez dans la logique de la délocalisation ou de l'abaissement des salaires en France. Donc il faut bien voir que cette pratique de l'obsolescence programmée, qui est une obsolescence artificielle extrêmement raccourcie, puisque il y a des rapports très officiels qui sont sortis qui montrent que il y a 20 ans, un ordinateur durait 10 ans,7 précisément selon les statistiques, et que une autre étude en 2007 a été faite pour montrer que l'ordinateur n'avait plus une durée de vie que de 2 ans et demi. Donc on voit bien le gâchis d'énergie et de matières premières et le gâchis d'emploi parce que, comme le disait fort bien d'ailleurs le ministre de l'émission sur l'obsolescence de Frédéric Tadei, ce soir ou jamais vendredi dernier, les emplois de réparation sont des emplois locaux. Alors, à chaque fois que vous jetez un produit au lieu de le réparer, vous faites travailler un Chinois ou un Vietnamien au lieu de faire travailler un Français. Il faut quand même se poser la question parce que si le coût du travail est si élevé en France aujourd'hui, c'est tout de même bien parce qu'on a ajouté des charges sociales qui sont liées au chômage. Autrement dit, supprimez le chômage, vous aurez des charges qui diminueront, donc vous aurez une compétitivité du travail qui sera de loin supérieure. Alors, Olivier Delamarche, l'Eldorado chinois a été mis en avant et est toujours mis en avant par les économistes bien pensants depuis plusieurs années. Et un des dogmes propagés de ci de là par l'économiquement correct, si je puis dire, c'est que
La consommation notamment chinoise et plus généralement du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, allait prendre le relais de la consommation occidentale défaillante et ainsi tirer le convoi de l'économie mondiale à la place des consommateurs européens et américains. Que pensez-vous de cette thèse de l'économiquement correct? C'est une thèse qu'on ressort quand on en a besoin, c'est-à-dire que quand on s'aperçoit qu'il y a pas la croissance qu'on attendait aux États-Unis, qu'on n'a pas la croissance qu'on attendait en Europe, on vous ressort la théorie du découplage avec la croissance chinoise. On voit que depuis un bon moment, on s'aperçoit tout de même que la croissance chinoise, elle n'a jamais tiré les autres économies. C'est dans l'autre sens que ça se fait. Il suffit de regarder la balance du commerce extérieur de la Chine. Donc c'est pas très compliqué de se rendre compte que ça va dans l'autre sens, et qu'aujourd'hui ils n'ont pas une économie en interne qui est suffisante pour tirer quoi que ce soit. Donc et on s'aperçoit aussi que les Chinois ont de grosses difficultés sur beaucoup de choses. D'abord, ils ont une bulle immobilière qui est à peu près 10 fois la bulle immobilière que vous avez eue en Espagne en proportion. Ce qui est juste ahurissant. Vous avez des créances pourries dans toutes les banques chinoises, donc avec un gros problème à venir dans les banques chinoises. Il y a un autre problème en Chine qui est barbu et qui s'appelle Bernanke et qui fait chuter le dollar régulièrement avec ses quantitative easing. Donc vous avez tout un lot de problèmes à venir en Chine, et puis il faut quand même bien se rendre compte que il y a 500 millions de Chinois qui bougent pas, donc il faut quand même ne pas penser que la Chine c'est Shanghai et Pékin. La Chine c'est 500 millions de personnes qui vivent aussi pas très éloignées de la façon dont on vivait au Moyen Âge. Donc ils ont des soucis, ils ont des gros soucis, ils ont aussi le ralentissement mondial, ils ont le ralentissement économique européen, américain, qui fait que ça ralentit chez eux. Et ça, si on veut bien se donner un tout petit peu de peine, on peut s'en apercevoir. C'est-à-dire qu'il faut prendre les chiffres de chinois, les chiffres économiques chinois, vous les prenez, il faut quand même un tout petit peu travailler dessus. Et quand vous travaillez un petit peu dessus, vous apercevez que ils ont découvert visiblement, ce sont des grands alchimistes, et ils transforment le plomb en or, puisque ils arrivent à faire 7% de croissance sans avoir de consommation électrique en plus, sans avoir de consommation pétrolière en plus. Donc c'est des petits génies. Mais si vous remettez les corrélations, vous apercevez que a priori, et il est probable que la croissance chinoise aujourd'hui, en tout cas, est autour de 3,5-4 et pas de 7. Et 3,5-4, je vous rappelle que ils ont besoin d'une croissance de 7,5 à 8% pour absorber les gens qui viennent des campagnes et qui arrivent dans les villes, et pour ne pas être en récession. Donc là, ça veut dire qu'ils sont en train de se prendre une récession de 3% à 4%. Voilà. Donc ça, c'est un fait. Donc à attendre que toujours des Chinois, ou même d'ailleurs, c'est le grand jeu aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde attend la croissance. Tout le monde attend la croissance, on ne sait pas très bien comment elle va arriver, mais tout le monde danse autour de la table pour essayer d'avoir de la croissance. Tout le monde vous parle de croissance, personne, et ça me terrifie un peu, c'est-à-dire que personne dans les élites, enfin ceux qui sont censés avoir un cerveau, personne ne prend comme base de travail qu'aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on va avoir une croissance qui va être très faible. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé de déleverager, on est obligé d'enlever le leverage qu'il y avait dans les banques. On est obligé voilà la petite pièce pour mon mot anglais. On est obligé de déleverager. On est obligé aussi. On assiste à un vieillissement des populations, que ce soit en Allemagne, mais aussi en Chine avec leur politique d'enfant unique. Au Japon, c'est épouvantable.
épouvantable le niveau de vieillissement de la population japonaise. Et donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, en plus, il n'y a pas vraiment de progrès technologique majeur. C'est plus l'électricité, c'est plus le moteur à explosion. On a largement dépassé ça. C'est pas parce que votre iPad va marcher 2 fois plus vite que vous allez avoir de la croissance en plus. Donc, aujourd'hui, on est arrivé dans une période où on va être dans les pays matures, dans les pays occidentaux, on va se prendre une croissance qui, au grand maximum, va traîner entre 0,5 et peut-être 1. Et à ce moment-là, au lieu de réfléchir à la question en se disant comment peut-on vivre avec une croissance de 0,5% et comment va-t-on faire pour régler les dettes dans cet environnement-là et pour diminuer le chômage dans cet environnement-là, tout le monde vous dit mais vous inquiétez pas, c'est un accident. Aujourd'hui, on est en récession, mais vous allez voir ce que vous allez voir en 2014, en 2015, en 2016 et compagnie. Bon, oui, sauf que vous le verrez pas. Sauf que les 3% de croissance en France, en Europe, vous ne les aurez pas, c'est sûr. Donc à partir de ce moment-là, on pourrait peut-être se poser une question de temps en temps, une question intelligente, en se disant tiens, je pars d'une hypothèse qui est 0,5% de croissance au mieux, quand tout ira bien, quand on aura réglé un certain nombre de problèmes, et voyons comment on fait. Et aujourd'hui, personne ne se la pose, donc tout va bien. Eh bien, Éric Froment, vous suggérez justement une adaptation de l'Occident à cette croissance de faible importance qu'évoque Olivier Delamarche. C'est en fait, et vous l'évoquez dans les clés du renouveau face à la crise, votre livre paru chez EMS en septembre 2012, donc c'est cette économie de fonctionnalité où l'Occident se réindustrialiserait en fait, il referait de l'économie réelle en fait, en combattant l'obsolescence programmée en fait. Oui, alors si vous voulez bien, je voudrais ajouter un point sur les BRICS, parce qu'effectivement, dans ce livre, il y a une annexe qui a pour titre « La Chine va caler ». Donc j'ai écrit ce livre il y a un an, il est paru au mois de septembre, et aujourd'hui, comme vient de le dire Olivier Delamarche, la Chine cale, on le voit bien. Donc ça n'est pas un phénomène qui doit surprendre, puisqu'on pouvait le prévoir. J'ajouterais que les comportements changent justement en fonction du niveau de développement d'une part et d'autre part de la situation globale. C'est-à-dire que il y a 20 ans, la Chine était bras ouverts, disait apportez-nous vos capitaux, vos technologies, vos savoir-faire, etc. Et nous vous garantissons en échange des retours sur investissement absolument fabuleux. De l'ordre de 2 ans, tout allait bien. Aujourd'hui, la Chine met Apple sous surveillance. Au motif que Apple trompe les clients chinois. Il va sans dire que c'est un bon prétexte, que la réalité est tout autre. C'est que parce que les coûts sont plus élevés en Chine, parce que il y a maintenant des méthodes différentes de production, parce que les salaires ont considérablement baissé aux États-Unis, eh bien Apple a réintroduit une production d'ordinateurs aux États-Unis. Et donc il y a un bras de fer qui se pose. En plus, Foxconn a connu des émeutes, comme vous savez. Foxconn a même accepté d'avoir un syndicat dans ses usines, et donc tout ça ne va pas dans le sens de l'abaissement des coûts de production, et donc il y a un bras de fer qui s'établit entre la Chine et Apple, c'est-à-dire que en gros si Apple continue de relocaliser, eh bien on fera des ennuis à Apple. Le deuxième point que je voudrais aborder sur les BRICS, c'est qu'on a vu aussi, et je le dis dans mon livre dans le premier chapitre, on a vu que notamment dans les pays d'Amérique du Sud, il y avait des mesures clairement protectionnistes qui étaient prises, et d'ailleurs en Argentine, on a clairement dit à Apple, si vous voulez vendre des iPhones et des iPads, il faut les fabriquer en Argentine. Et Apple s'est tout simplement soumis à la chose, au Brésil, même chose. Donc je crois que l'angélisme, si vous voulez, dont nous souffrons doit être dénoncé, parce que par définition, aujourd'hui, l'eau
l'autre est gentil, il est beau, il est bon, mais c'est pas comme ça que le monde vit. La vie réelle, c'est pas ça. Et la vie réelle, c'est un rapport de force. Et d'ailleurs, il y a un proverbe arabe qui dit si tu es lion, je serai mouton, et si tu es mouton, je serai lion. Donc les choses sont assez claires. Donc je crois qu'il faut que nous reprenions tout simplement une vision. Et pour revenir sur ce qui a été dit, là, je souscris complètement au fait qu'il faudrait que si nous voulons sortir de la crise, il faut que nous définissions les causes de la crise. Et les causes de la crise sont nombreuses, mais notamment il y a cette obsolescence qui fait que nous surachetons des produits aux pays à bas coût, puisque nous en multiplions les achats alors que nous pourrions faire autrement. Et surtout, nous devenons extrêmement dépendants de l'énergie et des matières premières, pour lesquelles il y a une surenchère d'une part dans les prix, c'est-à-dire que au mieux, si j'ose dire, les prix vont continuer de monter, et au pire, il va y avoir une pénurie. Alors on parle de pénurie naturelle parce qu'on dit qu'il y a un pic de pétrole, un pic d'argent ou d'autres choses. C'est vrai, mais il y a aussi le fait que dans un monde de pénurie, toute détention d'énergie ou de matières premières devient une arme stratégique. Et donc une arme politique. Je rappelle que le premier choc pétrolier en 1973 était dû à la vengeance, entre guillemets, des pays arabes qui avaient perdu la guerre du Kippour et qui voulaient se venger de l'Occident qui était censé avoir soutenu Israël. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, beaucoup plus près de nous, lorsque, en septembre 2010, un ministre japonais a rappelé la souveraineté du Japon sur les îles Senkaku, qui bordent la mer de Chine. La Chine a immédiatement interdit l'exportation de terres rares au Japon. Or, sans terres rares, il n'y a pas d'industrie électronique. Donc on voit que la détention d'une matière première, aussi stratégique que les terres rares, est absolument déterminante dans le rapport de force qui s'établit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Union européenne, qui dans toutes ses directives précise dans les attendus, précise dans même les préalables, dit que il y a un risque d'approvisionnement en énergie en matières premières. Il suffit de les lire pour s'en convaincre. Donc, et c'est pour ça que il y a un plan d'extraction des terres rares dans ce qu'on appelle les D3E, c'est-à-dire les déchets électriques et électroniques, autrement dit les poubelles de produits électroniques. Et Arkema travaille énormément sur le sujet, donc on a commencé de produire des terres rares à partir de la récupération dans les poubelles. Ça montre bien que nous sommes aujourd'hui dans une situation de dépendance extrêmement forte, puisque pour avoir laissé la Chine fabriquer des terres rares à bas prix parce que avec des méthodes extrêmement polluantes, nous nous retrouvons avec une Chine qui représente 90% de la production mondiale, alors que en termes de réserves naturelles, elle n'a pas 90%. Donc voilà la situation où nous sommes. Alors pour répondre à votre question sur l'économie de fonctionnalité, qui est un modèle que tout le monde pratique en fait, même si le nom n'est pas connu, puisque c'est ce que vous faites quand vous allez à la station-service faire laver votre voiture, vous payez l'usage d'un bien qui ne vous appartient pas. Et l'intérêt de la chose, c'est que ça change complètement la psychologie du fabricant-vendeur et du client-utilisateur. Dans la mesure où le fabricant-vendeur, aujourd'hui, est dans une relation un peu conflictuelle avec son client, puisqu'il veut lui vendre toujours plus et toujours plus cher, et le client, évidemment, a la position opposée. Et dans la relation d'économie de fonctionnalité, il reste propriétaire. Et restant propriétaire et vendant l'usage, il a intérêt à faire durer son produit. Et comme si son intérêt est bien pensé, eh bien, d'abord, il ne cherche pas à tromper le client en lui fourguant, pardon pour l'expression, un produit dont il sait très bien qu'il ne va pas durer longtemps. Et il le fait tellement durer qu'il l'amortit sur un grand nombre d'usages, y compris d'ailleurs en introduisant au cours du temps des innovations dedans, comme un photocopieur qui peut être en noir et blanc, qui devient en couleur et qui ensuite fait fax, ou imprimante centralisée. Et là, c'est une énorme économie d'énergie et de matières premières, et qui en plus fait appel à une main-d'œuvre de qualité. Je rappelle l'exemple emblématique de Xerox, qui a doublé sa masse salariale, mais qui néanmoins a déclaré 200 millions de dollars par an sur 10 ans, parce que justement ce modèle lui avait rapporté ça. Donc d'une part, on devient beaucoup moins dépendant de l'énergie des matières premières, et ça va être le grand critère de compétitivité des années à venir. Et d'autre part, on réintroduit la main-d'œuvre de qualité, alors que jusque-là, on disait la main-d'œuvre coûte trop cher, ce qui est totalement faux. Souvenons-nous d'ailleurs des années où l'Allemagne avait sa propre monnaie, son économie tournait rond, et de temps en temps, on réévaluait le mark, et ça n'empêchait pas l'économie de
tourner rond. Pourquoi ? Parce que la main-d'œuvre allemande coûtait en effet le plus cher de toute l'Europe, mais elle rapportait plus que ce qu'elle coûtait, et donc on redécouvre une évidence, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas le fait comptable, ce que ça coûte, mais c'est ce que ça coûte sur ce que ça rapporte sur ce que ça coûte. Il suffit de prendre 2 chevaux, un crack et un tocard. En gros, ils coûtent le même prix parce qu'ils mangent la même chose, mais il y en a un qui rapporte gros et l'autre qui ne rapporte rien, et c'est exactement la même chose pour l'économie, les entreprises et la main-d'œuvre. Donc, et en plus, comme le dit Christian Blanc je vous rends la parole après, mais comme le dit Christian Blanc dans la préface, de votre ouvrage, dont je rappelle le titre, Les clés du renouveau face à la crise, EMS, septembre 2012. Toujours en librairie, je pense. Oui. Et oui, dans cette préface, donc Christian Blanc précise que le système actuel, qui est fondé sur l'obsolescence, est fondé sur une main-d'œuvre à bas prix et qui doit le rester. C'est ça la proposition importante, et qui doit le rester. Parce que justement, comme on surconsomme l'énergie et les matières premières, il faut compenser par une main-d'œuvre à bas prix. Donc c'est antisocial. Ça n'est absolument pas fait pour développer les pays du bout du monde, mais tout simplement pour exploiter une main-d'œuvre à bas prix. Et ça met les Européens au chômage. Et après, on dit le coût du travail est trop élevé. Voilà. Alors, je rappelle, chers auditeurs, que vous écoutez le libre journal des économistes du professeur Jacques Garello, animé aujourd'hui par moi, c'est-à-dire Laurent Arthur Duplessis, qui a le plaisir de recevoir Olivier Delamarche, associé et gérant de Platinium Gestion et brillant chroniqueur sur BFM Business, et Éric Froment, directeur de la société de conseil Periculum Minimum et auteur de Les clés du renouveau face à la crise aux éditions EMS, septembre 2012, préfacé par Christian Blanc. Et alors, notre cher ami Bernard de Fabrègue va nous lire les courriers des auditeurs de façon à ce que nos invités puissent répondre à ce courrier. Alors j'ai 4 auditeurs qui ont transmis des questions ou des commentaires. Le premier, un auditeur dit « Bonjour messieurs, que faudrait-il faire en France selon vous pour sortir de cette crise ?» Et le deuxième, comme c'est un peu le même genre, je le lis en même temps. « Messieurs, confirmez-vous qu'aujourd'hui la France continue à creuser son endettement et selon lui, au rythme de 600 millions par jour, soit environ 4 milliards par semaine ?» On répond au fur et à mesure aux questions. Olivier de la Sur qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Malheureusement, aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez, pour moi, très largement passé le point de non-retour. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il va falloir passer à la caisse et payer l'addition. Et malheureusement, c'est nous qui allons la payer, nous tous, et de façon assez chère. Donc voilà. Enfin, maintenant, il n'y a pas de, il y a plus vraiment. Faut pas penser quand on a eu des mauvais choix pendant des années. Que on va juste quitter la table et sortir et qu'il va rien se passer. Vous avez des conséquences à tous les actes. Et donc là, on a très exagéré sur la dette, on a très exagéré dans la gestion de cette crise qui a commencé avant 2008, mais qui s'est vraiment accéléré en 2008 avec l'exportation de la crise par les Américains, on va dire. Et donc aujourd'hui, on a un système bancaire qui est en faillite, on a une dette qui est très au-delà de ce qui est supportable, et on n'a pas la moindre croissance à l'horizon. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir que on solde tout ça. Et solder tout ça, pour moi, il n'y a pas 36 manières, il n'y a pas 2 fins, il n'y a pas 3 fins possibles, hein, il y en a que 2. La première, c'est on cède ce que demandent les pays du Sud. Je considère la France comme un pays du Sud, hein, c'est pareil. Ce que demandent à corps et à cri les pays du Sud, c'est-à-dire que Monsieur Mario Draghi puisse faire comme Monsieur Bernanke et le patron de la BOJ, et qu'il puisse imprimer des billets à tour de bras. Et donc
Là, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, vous avez une perte de confiance dans la monnaie et que la monnaie s'écroule. Et donc, avec ce que vous aurez durement épargné, si vous avez 1 million d'euros sur votre compte, ça vous servira à vous payer un café au coin de la rue. Et puis deuxième méthode, c'est le défaut de paiement, c'est-à-dire ce qui s'est passé très très partiellement en Grèce, ce qui s'est passé à Chypre aussi, et ne croyez pas que parce qu'on a été un jour champion du monde de foot, ça n'arrivera pas en France. Et donc vous aurez un défaut de paiement. Un défaut de paiement, ça veut dire que tous les gens qui ont des produits bancaires, du livret A, des assurances vie, etc., se retrouveront sans rien. Ou avec 20% de ce qu'ils avaient, ou avec 15% de ce qu'ils avaient, selon la taille du défaut de paiement. C'est ça que ça veut dire. Donc il faut bien se dire qu'il n'y a pas de milieu à tout ça. C'est parce que la confiance, c'est binaire, hein, c'est 1 ou 0. Vous n'avez pas confiance à 17% dans une monnaie. Vous avez confiance ou vous n'avez pas confiance. Donc tout d'un coup, ça peut arriver, votre billet de 500 euros, il vaut plus rien, il vaut 0. Et puis le défaut de paiement, on vous bloquera dans les banques. D'ailleurs, les textes sont en préparation en Europe, hein, pour justifier ce qu'ils ont fait à Chypre. Hein. Et donc partout en Europe. Et donc on vous bloquera dans les banques. Et puis après, on ira se servir sur vos comptes. Donc il faut pas se faire d'illusions. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a amusé. Il y a probablement 8 mois, c'était courant 2012, j'ai plus exactement la date, mais Mario Draghi, qui pour une fois disait pas de bêtises, ça lui arrive rarement, mais il faut l'écouter, parce que de temps en temps, il y a une petite lueur de génie dans ce qu'il dit, et il l'a dit lui-même, il a dit une fois qu'on a suffisamment tondu les contribuables, et qu'on peut difficilement aller plus loin, hein, quand on vous pique 75%, puis peut-être 100%, on est bien obligé de s'arrêter à un moment. Puis c'est long parce qu'il faut vérifier des déclarations, etc. C'est très long à rentrer l'impôt. Il avait dit, on va s'attaquer aux créanciers. Et là, le journaliste qui était en face de lui avait dit, mais attendez, monsieur Draghi, les créanciers, c'est bien les épargnants. Ah non, pas du tout. Ah bon ? Alors, donc, ça veut dire que vous n'avez pas d'obligation souveraine dans les fonds d'assurance vie. Ça veut dire que vous n'avez pas d'obligation souveraine dans le livret A. C'est ça que ça veut dire ? Non, bien sûr que le créancier, c'est l'obligataire, donc c'est l'épargnant. Et des obligations souveraines, vous en trouvez dans absolument tous les produits bancaires. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes en risque dans les banques et chez les assureurs. Voilà. Bernard, une autre question. Oui, il y en a une autre qui vise directement Monsieur Delamarche. Je vais la lire tout de suite. Monsieur, vous préconisez une réindustrialisation de l'Europe et parallèlement celle de la France. Pour cela, il faudrait réunir plusieurs conditions, dit-il. Avoir des hommes bien formés, des capitaux, un site. Or, je suis sûr que tout cela, nous ne l'avons plus. En matière industrielle, dit-il, il faut raisonner au minimum à 2 générations. Aujourd'hui, cela me semble improbable. Il faudrait avoir l'esprit industriel et entrepreneurial, être charismatique. Alors, j'ai pas parlé moi de réindustrialisation. Après, on demandera à Éric Froment de nous donner ça. J'en ai pas parlé. J'ai simplement de multiples fois été étonné que la soi-disant réindustrialisation américaine n'avait l'air qu'une incantation, parce que quand on regardait les faits, on s'apercevait qu'il n'engageait personne dans le secteur manufacturier, donc j'étais un petit peu étonné qu'on puisse faire marcher des usines sans personne dedans. Et donc voilà, je dis simplement en effet que tous les gens qui nous parlent de réindustrialisation, les politiques qui nous parlent de réindustrialisation, ce ne sont que de jolis mots, mais que ça n'est pas absolument pas suivi des faits. Éric Froment, comment voyez-vous ça, ce problème ? Écoutez, d'abord, ce qui m'inquiète effectivement, c'est 2 choses, si vous voulez. C'est d'une part que, comme l'a dit Olivier Delamarche, on prépare une directive qui, en fait, va permettre de faire la même chose qu'à Chypre. Et peut-être avez-vous vu que le Parlement
grec avait voté une loi qui permet de licencier les fonctionnaires. Or, la Constitution, qui date de 1911, garantit les emplois à vie. Donc ça veut dire que la loi est anticonstitutionnelle, mais ça fait rien, on la vote quand même et on va l'appliquer. Donc ça, si vous voulez, c'est quand même très inquiétant parce que ça fait déjà un bout de temps qu'on a violé les traités européens. Maintenant, on viole les constitutions nationales. Ça montre bien que nous sommes réellement dans une difficulté. Et alors, ce que ça montre aussi, je pense, c'est que les dirigeants, et quand je dis les dirigeants, je ne vise pas seulement les gouvernements, je pense à tous ceux qui, de près ou de loin, dirigent, si vous voulez. Je pense que ils n'ont qu'une idée, c'est de faire durer le système, alors qu'ils savent très bien que le dit système a quand même une perspective. On a l'impression qu'ils s'affolent, non? Vous ne trouvez pas? Ça, je ne sais pas s'il s'affole. Si s'affolait d'ailleurs, peut-être changerait-il quelque chose. Là, je trouve qu'il y a dans ce pays des rigidités qui font que ceux qui profitent du système se disent il faut que ça continue parce que j'en profite. Ceux qui n'en profitent pas mais qui ont quand même un emploi se disent si je bouge, je risque de perdre mon emploi, donc je ne bouge pas. Et finalement, personne ne bouge. Alors dans mon livre, j'ai fait un calcul sur un groupe industriel très connu, je le citerai pas là, mais dans les pages 84-86, je montre que si on applique le modèle, on abaisse les coûts de 52%. Je peux vous dire, pour avoir rencontré des hauts cadres de ce groupe industriel, que mon livre a circulé au siège, en plein Paris, que le raisonnement a été validé, que les chiffres ont été validés, et néanmoins, on m'a répondu, nous on voudrait bien, mais en fait, au niveau de l'état-major, ils veulent pas, parce que tout ce qui les intéresse, c'est de rester scotché à la stratégie sur les pays émergents. Et effectivement, pour ceux qui suivent l'actualité, je donne un élément, on a annoncé l'ouverture d'une usine au Vietnam. Alors, mais pourtant, il est paru dans un journal que je citerai pas, mais qui est quand même très très connu, un article dont le titre était « Coup de frein sur les ventes de ces produits », les voitures en l'occurrence, c'est une autre, dans les briques. Alors, ça veut dire que, si vous voulez, on dit oui, mais en France, en Europe, c'est foutu, et donc le seul modèle qui va nous permettre de gagner de l'argent, c'est d'aller dans les pays émergents. Mais on constate d'une part que les BRICS, qui sont les plus dynamiques, n'ont pas les moyens de prendre le relais. D'ailleurs, le spécialiste indien du marché de l'automobile disait le problème pour vendre des voitures, c'est qu'il faut des routes et qu'on n'en a pas assez. Donc ça complique quand même la chose. Et puis je constate aussi que les entreprises chinoises comme Great Wall ou Chery investissent en Bulgarie ou en Catalogne. Si d'une part, et d'autre part, si Peugeot et Renault vont mal, néanmoins Volkswagen et BMW vont bien. Donc ça veut dire que le fait de dire c'est foutu ici, ça ne se vérifie pas. Et juste une chose, l'auditeur posait la question de la formation des personnels pour l'industrie avec un savoir-faire qui se perd et qui ne peut se reconstituer que sur le long terme. Alors bon, ça c'est vrai, il y a beaucoup de plaintes de la part d'un certain nombre de dirigeants d'entreprises qui ont du mal à recruter du vrai personnel industriel pour plusieurs raisons qui sont connues, c'est-à-dire que d'une part, on a donné une très mauvaise image aux emplois industriels et d'autre part, parce que on n'a pas non plus donné le goût du travail bien fait aux jeunes générations. Donc, et puis en plus, si vous voulez, on laisse partir dans un certain nombre de pays exotiques comme Singapour ou les États-Unis, le Canada, les bacs plus 5, et puis on fait venir des gens qui sont quasi analphabètes. Donc c'est pas comme ça qu'on va avoir en effet une main-d'œuvre capable de créer une industrie. Mais je pense que néanmoins, quand on a voulu créer, par exemple, la filière nucléaire ou le TGV, ou quand on a créé Concorde qui a donné Airbus, parce que faut rappeler que sans Concorde, nous n'aurions pas Airbus aujourd'hui. Nous avions certes et nous avons créé aussi de toutes pièces les fusées, la fusée Diamant qui a ensuite donné Ariane. Bon, quand on veut s'en donner les moyens, on trouve et on forme les gens. Ça prend du temps, mais on le fait. Donc la question, c'est d'avoir la motivation et la volonté, les deux choses étant liées. Et je pense que il est fondamental, je reviens là-dessus, de montrer qu'en fait le système de l'obsolescence est un système qui est un vrai cercle vicieux et qui nous enfonce tous les jours dans la crise, et que si nous voulons sortir de la crise, il faut justement cesser cette politique de l'obsolescence. C'est là que nous trouverons les moyens de former du personnel.
Bernard, d'autres questions des auditeurs? Question d'une auditrice et 2 auditeurs. Celle de l'auditrice, que peut-on faire de nos euros pour les sauver, ça? Les placer, les retirer? Les confier à Olivier Delamarche. D'abord, que faut-il faire de mes euros? Ne plus en avoir, par exemple. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui 3 monnaies qui sont des actifs comme les autres. Avoir de l'euro ou avoir du dollar, c'est un actif comme avoir une action, comme avoir une oblique, c'est pareil. Donc aujourd'hui, on constate quoi? On constate que les gens qui vivent en Europe, comme bien entendu, généralement ont 100% de leur patrimoine qui est sur le même actif, qui est l'euro. Bon. Et donc vous êtes sur une devise qui, au minimum, est malade. Et probablement en train de mourir. Donc au bord de l'éclatement. Donc pourquoi? Parce que tout simplement ça a été mal monté au départ et que les choses qui sont mal montées au départ ont quand même de grandes chances de ne pas survivre très longtemps. Donc vous êtes à 100% aujourd'hui, très probablement, sur une seule et même devise qui est malade. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez des risques. Et aujourd'hui, il me semble plus judicieux de diversifier ces devises. Et donc vous avez aujourd'hui un certain nombre de pays qui ne sont pas dans une surenchère de la dette comme nous, ou comme les Américains, ou comme les Japonais. Je parle les 3 devises sont profondément malades. Et donc vous avez un certain nombre de pays, la Norvège, la Suède, Singapour, etc., sont des pays qui ne sont pas surendettés et qui ne pratiquent pas le sport international maintenant de la planche à billets. Voilà, donc je vous conseille fort d'aller regarder et de ne pas tout laisser en euros. Ça sera une bonne chose. Et une autre auditrice, peut-être la même d'ailleurs, qui dit que faire donc pour que l'État ne se serve pas sur nos comptes bancaires, sur nos économies déjà, qui sont déjà l'épargne faite sur nos salaires. S'ils le font, auront-ils un devoir de remboursement? Absolument pas. Où est-ce que vous avez vu qu'un État remboursait quoi que ce soit? Donc non, ça c'est dans le pays des bisounours, c'est la petite maison dans la prairie, mais c'est pas la réalité. Non, il vous remboursera pas, il vous prendra votre argent, il vous remboursera pas. À Chypre, demandez à ceux qui se sont fait piquer 80% de leur compte si on leur a fait une petite quittance avec une reconnaissance de dette. J'en doute. Et deux auditeurs, oui, nous vous demandent, pour sortir de la crise, ne faut-il pas passer par une inflation indexée? D'autre part, mettre les banquiers au goulag, ça c'est un point d'interrogation. C'est-à-dire reprendre notre économie en main. Et l'autre, pourquoi ne peut-on gérer un pays avec une croissance nulle? Économie à l'équilibre. Parce qu'aujourd'hui, une croissance nulle veut dire que, comme vous êtes en déficit partout, puisque vous devez payer des intérêts de vos emprunts, ça veut dire que à croissance nulle, forcément, vous ne pouvez pas payer les intérêts d'emprunt. Si vous ne pouvez pas payer les intérêts d'emprunt, vous endettez tous les ans pour les payer, et donc votre dette augmente, et donc inexorablement, et donc ça vous met, regardez, demandez aux Japonais. Ils ont 250% de dette maintenant, et 250% de dette, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas fait de croissance. Donc la dette pèse sur la croissance, et donc vous avez aujourd'hui, si vous partez de zéro, vous aurez une dette qui va continuer à augmenter avec très probablement un certain nombre de récessions entre les deux. Donc voilà, enfin c'est pas une solution, et je me souviens plus de la question d'avant, donc je peux difficilement y répondre, mais la croissance nulle. La croissance nulle, c'est pas
c'est pas souhaitable qu'il y ait une croissance nulle, mais malheureusement c'est probablement ce que je vous disais, ce qui va arriver, c'est-à-dire que pour des causes démographiques, pour des causes de non découvertes majeures en termes de progrès techniques, etc. Ce qui a été, on voit très bien quand on fait la croissance sur le très long terme, on voit très bien que il y a eu une première accélération de la croissance qui a été due à l'industrialisation dans les années 1800-1850, la machine à vapeur qui arrivait, etc. Donc ça a fait une première accélération de la croissance. Ensuite, il y en a une deuxième, c'était l'électricité et c'était le moteur à explosion. Et puis on a fait en fait un pic de croissance aux alentours de 1950 et depuis on perd 1% de croissance tous les 10 ans. Bon, donc aujourd'hui on est arrivé pour un certain nombre de choses, la démographie, en effet l'obsolescence programmée, en effet le fait que vous avez de plus en plus parce que robotique, parce que informatique, vous avez de plus en plus de chômeurs, de gens qui ne travaillent pas. Un type qui ne travaille pas, il a moins de pouvoir d'achat qu'un mec qui travaille, hein, ça paraît assez logique. Donc au bout d'un moment, vous arrivez à une croissance qui est très très faible. Et aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir comment on peut vivre avec ça, et on préfère se dire que on est dans une situation qui est anormale et qu'on va revenir bientôt sur 3% de croissance, etc. Mais on n'a absolument aucune idée de la façon d'y parvenir. Donc je préférerais qu'on s'occupe de se dire que c'est une donnée, pas forcément une croissance zéro. Vous avez une croissance qui est très faible, qui est 0,5 ou 0,6 ou 0,7, j'en sais rien, et que cette donnée-là, on essaie de l'utiliser au mieux, mais c'est pas ce qu'on fait. Éric Froment, qu'en pensez-vous? Oui, d'une part, effectivement, les entreprises continuent de faire des progrès de productivité, et ça veut dire que si on n'a pas de croissance pour compenser, eh bien, on a des chômeurs. Donc ça, c'est pas une bonne idée et la révolution informatique y contribue largement. Donc oui, pas seulement. Enfin, on fait la bureautique dont la robotique dont on vient de parler, Olivier Delamarche, est un phénomène très fort parce que c'est aussi ça, la synthèse, si vous voulez, la symbiose d'une main-d'œuvre de qualité et de la robotique, c'est ça qui peut sauver l'industrie européenne et la faire redevenir très dynamique. Et puis il y a un autre aspect, c'est que si vous regardez l'histoire, les réformes ont toujours été faites soit dans des périodes de croissance, parce que la croissance payait le coût des réformes, soit par des révolutions ou des coups d'État. Et donc, si vous voulez pas que les évolutions se fassent dans la douleur, il vaut mieux avoir un peu de croissance. Et c'est là l'une des contradictions aussi de la situation actuelle, c'est que on ne veut rien changer, alors qu'on sait très bien qu'il va falloir changer beaucoup de choses, mais en gros, je suppose que chacun attend que les autres le fassent, quoi. Mais si on n'a pas de croissance, c'est-à-dire si on change pas les choses pour faire revenir les emplois qui sont partis, eh bien, on va avoir forcément des soubresauts qui seront assez violents et donc douloureux. Une autre question, Bernard? Oui, toujours une auditrice. Peut-être c'est encore la même. Avec une assurance vie qui date de 30 ans, j'ai 79 ans, est-il raisonnable de clôturer ce contrat et pourquoi faire? Non, parce que pour des raisons fiscales, non. S'il a 30 ans, non. Mais voilà, enfin, je veux pas non plus faire du cas par cas, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais 30 ans, non, pour des raisons fiscales, jusqu'à ce qu'on change la fiscalité. Tout est possible aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive, c'est ça le problème essentiel, c'est ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est que on est dans une situation où on arrive, enfin les gouvernants arrivent à tout justifier puisqu'on est dans une situation exceptionnelle. D'accord, donc aujourd'hui on vous dit ah bah oui mais la BCE fait des choses qu'elle n'a pas le droit de faire, mais on est dans une situation exceptionnelle, donc bon à Chypre on n'avait pas le droit non plus, mais enfin bon comme on est dans une situation exceptionnelle on le fait quand même. Donc malheureusement cette logique-là peut aller très très loin. Hein. On l'a connu en son temps.
il y a quelques dizaines d'années, on peut, avec cette logique, aller très loin. Donc, et malheureusement, si vous voulez, aussi une des réponses à cette croissance zéro, c'est que tous nos systèmes sociaux, les systèmes d'indemnisation du chômage, etc. Tout ça, ça a été créé quand ? Ça a été créé en 1950, donc au pic de la croissance. Or aujourd'hui, il faut se mettre dans la tête qu'on n'est plus dans cette situation-là. Et donc, il va falloir à un moment ou à un autre que les gouvernements prennent leurs responsabilités et comprennent que c'est fini. C'est-à-dire qu'on ne peut plus indemniser les gens comme on les indemnisait quand on avait 6% de croissance. C'est plus possible. Donc il faut bien se faire une raison. Il ne faut pas repousser en disant mais bientôt on y reviendra aux 6% de croissance parce que ça n'arrivera pas. Et donc à un moment il faudra prendre des mesures. Et quand on prendra ces mesures, en effet, ça risque de fâcher un certain nombre de gens. De les mettre dans la misère. Aussi. Mais les fâcher aussi. D'autres questions ? C'est pas des questions. En dehors des questions qui sont venues traitant de sujets hors sujet, si j'ose dire, puisqu'on est à Radio Courtoisie et les premières interventions de nos auditeurs portent toujours sur l'immigration, que je ne vais pas lire. Et il y a une longue page d'un correspondant faxé. S'il avait pu la mettre en rouge fluo, je crois qu'il l'aurait fait. Je vais donc lire seulement son dernier paragraphe. En réalité, la crise quotidienne qu'on subit depuis 40 ans n'est que du vol pur et simple, du racket, du détournement de fonds, du délit d'initié massif, une razzia planétaire continuelle et rien d'autre. C'est tellement... On sent que le monsieur est énervé. Oui, il faut se dire quand même... alors, on peut mettre ça sur le dos des gouvernants, on peut mettre ça qui n'ont rien prévu sauf leur réélection, mais et donc on peut mettre ça sur leur dos, on peut mettre ça aussi sur le dos des banques qui se sont largement servis là-dessus, sur la bête. Maintenant, il faut quand même pas oublier que on était bien content pendant 40 ans de vivre dans un système qui avait une croissance de 5%. Les Américains, demandez-leur s'ils n'étaient pas contents d'avoir 3 voitures en face de chez eux et d'avoir 3 maisons. Ils étaient ravis. Donc, mais sauf que, si vous voulez, c'est toujours la même chose. Allez déjeuner tous les jours dans un grand restaurant et en partant, vous tapez dans le dos du patron en lui disant je te paye la prochaine fois. Il y a un moment où le patron il va vous taper sur l'épaule et puis il va vous dire non, tu payes maintenant. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est vrai qu'on en a aussi profité. On était bien content d'avoir une croissance, on était bien content d'avoir une sécurité sociale qui nous remboursait tous nos médicaments. On était bien content d'avoir des indemnités de chômage quand on se retrouvait au chômage qui étaient de 6 ou 7 000 euros suivant au maximum, suivant les salaires que vous aviez avant pendant 2 ans et demi. Tout le monde était content de ça. Donc sauf que à un moment la croissance a diminué, on n'était plus capable de faire ça, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde a crié dès qu'on s'est mis à toucher à un avantage acquis en son temps, tout le monde a été dans la rue pour dire non, il en est pas question. Ouais, mais quand on peut plus payer, qu'est-ce qu'on fait ? On se serre la ceinture. Au niveau des ménages, quand quelqu'un a une des personnes qui est au chômage et qui peut plus payer, il se serre la ceinture, il réduit son train de vie. Et là, on aimerait que on règle les problèmes, mais surtout, faut pas que ça vous touche, vous. Donc non, tout le monde va payer malheureusement et c'est pas de gaieté de cœur. Moi, ça m'amuse pas qu'on vienne me prendre mon argent sur mon compte, non plus. Mais le fait est que c'est ce qui va arriver. Alors parce que on a des dirigeants qui sont et des dirigeants mondiaux. Je parle pas uniquement de la France. On a des dirigeants qui sont d'une incompétence crasse. On a des gens qui ont été très probablement de loin dépassés par les événements.
Et puis on a aujourd'hui un certain nombre de lobbies, on a un certain nombre de politiques qui sont accrochés à leur siège et qui n'ont pas du tout envie de le lâcher. Donc ils vont essayer de tenir le plus longtemps possible, parce que faire des réformes, c'est compliqué. Aller expliquer aux gens que demain ça va être dur, faut être Churchill, et des Churchill on n'en a pas tellement. Hein. Voilà. Et vous écoutez le libre journal des économistes du professeur Jacques Garello, et j'anime aujourd'hui l'émission. Je suis Laurent Arthur Duplessis et je reçois Olivier Delamarche, associé et gérant de Platinium Gestion, et Éric Froment, directeur de la société de conseil Periculum Minimum, spécialiste en conseil et formation redéploiement stratégique au CEFIOR. C'est le CEFIOR veut dire stratégie d'économie de fonctionnalité intégrée aux organisations, et auteur de Les clés du renouveau face à la crise aux éditions OMS, paru en septembre 2012. Alors, nous pouvons les clés du renouveau grâce à la crise, préfacé par Christian Blanc. Une question se pose maintenant. On parle de guerre des monnaies. En fait, il y a un effondrement de diverses monnaies. Cette guerre des monnaies, qui est aussi un effondrement peut-être incontrôlé, ne préfigure-t-elle pas finalement une multiplication des barrières douanières dans le monde dans les prochaines années, et donc l'arrêt de mort, on peut dire, de la mondialisation telle qu'elle est incarnée par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Qu'en pensez-vous, Éric Froment ? C'est une question difficile de prospective. Je ne pense pas qu'on revienne aux frontières des années 50, par exemple, mais je pense en effet que, comme je le dis dans mon livre, qu'on va revenir à des grands ensembles qui auront l'avantage d'être au moins homogènes sur le plan culturel. Donc on peut imaginer une grande Europe qui sera pas forcément fédérée, mais qui aura en tout cas, qui sera au moins une zone de libre-échange. De la même manière, la même chose en Amérique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, etc. Je crois que c'est ça, c'est vers cela qu'on se dirige, pour des raisons qui tiennent essentiellement au fait, à mon avis, que ceux qui ont fait la mondialisation sont en train de la défaire. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de la défaire aujourd'hui ne sont pas ceux qui sont, entre guillemets, des souverainistes, des opposants à la mondialisation, mais ceux qui l'ont fait tout simplement parce qu'ils s'aperçoivent qu'aujourd'hui, ça leur a beaucoup rapporté, mais ça leur rapporte plus, et qu'ils ont d'autres problèmes, et que ces autres problèmes, par exemple, eh bien, ce sont les énormes déficits et les énormes dettes, parce que en général, ces dettes sont évidemment détenues par des créanciers. Alors, quand vous voyez que le FMI, par exemple, a recommandé aux États développés de développer une taxe carbone, qui n'a toujours pas été véritablement appliquée, mais c'est quand même une recommandation qui n'est pas passée inaperçue parce que ça fait l'objet d'un rapport commun du FMI et de la Banque mondiale, ce qui est tout de même assez rare, eh bien vous vous dites comment des institutions qui ont tant fait pour le commerce mondial propose-t-elle une taxe carbone qui va évidemment être un frein au commerce mondial? La réponse, c'est que ces institutions voudraient bien être remboursées des prêts, des milliards qu'elles ont prêtés aux États. Donc, et elles savent que ça se lit de manière un peu subliminale dans les déclarations de Christine Lagarde. Si on veut de nouveau de la croissance, il faut faire revenir les emplois qui sont partis. Donc là, pour revenir sur le sujet, je boucle avec le sujet précédent, je crois qu'il y a deux erreurs qui ont été faites et qu'on peut reprocher à nos dirigeants. La première, enfin je les cite dans le désordre en fait, l'une, c'est que on n'a pas tenu compte du choc pétrolier, des chocs pétroliers des années 70. On n'a pas vraiment tiré les conséquences puisque on n'a pas changé le principe. On a même accéléré l'économie de l'obsolescence et on n'a pas voulu voir que le rapport de force entre les pays producteurs et les pays consommateurs changeait radicalement. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons au pied du mur, ce qui nous coûte forcément très cher. Et puis la deuxième, c'est que
Aujourd'hui, on fait une politique keynésienne, on oublie, on fait une politique keynésienne quand ça arrange. C'est-à-dire que Keynes disait, il faut être contracyclique. En ce sens, il avait parfaitement raison. Donc, il dit, si vous êtes en crise, c'est pas le moment de pratiquer l'austérité. Il faut au contraire dépenser. Seulement, il dit aussi que quand il y a des années de croissance, on met de l'argent de côté. Et ça, on a oublié de le faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes avec des caisses vides. Et que c'est pas avec des caisses vides qu'on peut relancer la croissance sans déstabiliser l'économie. Alors, lors de la dernière émission de Cartes sur table, justement, Jacques Attali, que j'ai entendu à l'université du MEDEF dire qu'il y avait trop de désordre maintenant dans la mondialisation et qu'il faut émettre de l'ordre, a dit aussi, en accord avec Mélenchon, que les dettes ne seraient pas remboursées et qu'on allait le faire par l'inflation. Ça veut dire que on va réduire le pouvoir d'achat des Français, des Européens, au lieu de se poser la seule question qui vaille, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer l'industrie. Et à partir du moment où on relance l'industrie, quel est le niveau de bénéfices qu'on peut faire pour payer les dettes. Dans le livre de Patrick Artus, La France sans usine, eh bien, il est clairement écrit qu'il n'y a pas de service délocalisable. Non délocalisable, pardon. Il n'y a pas de service non délocalisable. Il est écrit texto que aucun économiste n'est aujourd'hui capable de définir ce que c'est qu'un service non délocalisable. En d'autres termes, il dénonce le système binaire, ce qu'il appelle binaire, c'est-à-dire celui qui consiste à dire la société évolue, on entre dans une société post-industrielle qui serait une activité de service exclusivement, et parce que on voit bien que les vrais services qui sont bien payés, ce sont ceux qui dépendent de l'industrie. La preuve d'ailleurs, il cite les chiffres du salaire moyen français, du salaire moyen dans l'industrie et du salaire moyen dans les services déconnectés de l'industrie. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est plus 10% dans l'industrie par rapport au salaire moyen et moins 24% dans les services qui sont dits services liés à la personne, par exemple, qui sont totalement déconnectés de l'industrie. Il faut bien voir que quand vous avez une activité bancaire, par exemple, qui est une activité typique de service, eh bien derrière, il y a une industrie. Il y a 20 ans, on allait au guichet, on demandait de l'argent liquide à un guichetier. Aujourd'hui, on va au distributeur automatique de billets. C'est un appareil compliqué parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Il y a 30 ans, on avait un pompiste qui mettait du carburant dans le réservoir. Aujourd'hui, on introduit sa carte de paiement et puis on se sert tout seul. Et ça veut dire qu'il y a une industrie derrière. Et s'il n'y a pas d'industrie, eh bien, il n'y a pas d'augmentation de productivité, il n'y a pas de service qui soit payé à haut niveau. Donc ça, ce sont les éléments très forts sur lesquels je souhaiterais que nos dirigeants se penchent parce que aujourd'hui, en fait, le fait, comme je le disais pour le groupe industriel que je critiquais gentiment tout à l'heure, dire ça marche plus ici, c'est pas grave, on va dupliquer le modèle ailleurs, c'est pas du tout sûr que ça marche, et donc il serait quand même temps de revenir à l'intérêt général, qui je sais est un gros mot de nos jours, mais qui est quand même la garantie du succès. Et je citerai Marc Aurèle, ce qui est bon pour la ruche est bon pour l'abeille. Bernard, vous avez d'autres questions? Je viens d'en recevoir qui sont intéressantes. Donc, pour Monsieur Froment, que je vais lire tout de suite, au sujet de la productivité du salarié français. Je pense que vous vous faites de grandes illusions. Voici mon observation. J'habite Boulogne, etc. Je constate que les salariés des entreprises qui sont à Boulogne passent de nombreuses fois plusieurs dizaines de minutes par jour à fumer. Expliquez-vous, Monsieur Froment, comment cela peut être ainsi productif? D'abord, les gens ont le droit à une pause, que cette pause soit utilisée pour fumer ou pas. Donc, je pense que c'est un phénomène de détail. Si vous regardez les statistiques de l'OCDE par exemple, vous pourrez constater que la productivité française est un des facteurs qui fait qu'il y a encore des entreprises étrangères qui viennent s'installer en France. Donc, la productivité française est bonne, c'est une réalité et elle est dénoncée par personne, en tout cas au contraire. Voilà. Notre auditeur qui nous a d'ailleurs posé une question tout à l'heure, pensez-vous que notre pays soit bien géré? Un petit peu moins d'idéologie ne nous ferait pas de mal. Olivier Delamarche, qu'en pensez-vous? J'ai ri, c'est tout. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Bien sûr que non, il est mal géré, mais enfin, il est mal géré comme
comme beaucoup. Il faut pas tout centrer sur la France. Aujourd'hui, le problème, il est pas français, il est même pas européen, il est mondial. Donc ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Donc vous pouvez avoir à la limite toutes les décisions qui seront prises au niveau français, ça ne changera rien à ce qui va se passer. Donc il faut revenir un tout petit peu sur terre. Nous ne sommes pas quelques siècles en arrière où la France dominait le monde. Là, c'est plus le cas. Et donc, on fait partie d'un ensemble de pays qui ont été très mal gérés depuis des années et qui et on en paye le prix, c'est tout. Donc, bon, là, aujourd'hui, il y a des choses très amusantes, mais il y a des choses très amusantes dans beaucoup de pays. Éric Froment. Oui, je voudrais justement ajouter quelque chose, c'est que je crois que le monde est tellement interconnecté aujourd'hui que tout le monde est figé, c'est-à-dire que plus personne ne peut bouger le petit doigt sans que l'ensemble bouge. Et je recommande, pour ceux que ça intéresse, la lecture du rapport du Forum de Davos, du Forum mondial économique, pour l'appeler officiellement par son nom, qui est parfaitement téléchargeable sur le site du Forum de Davos, et dont le président, dans son éditorial, dit le monde est aujourd'hui tellement interconnecté qu'on peut plus changer quoi que ce soit sans... c'est comme un Mikado, on touche à quelque chose et tout s'écroule. Donc, pour que le président du Forum de Davos le dise, si vous voulez, je pense que c'est quand même un signe qui ne trompe pas, et il termine son éditorial en disant... Puisque au niveau mondial on peut plus rien faire, il faut le faire au niveau national. Donc revenir au niveau national, ça veut dire en effet que le niveau d'interconnexion du monde a atteint un niveau beaucoup trop élevé et que il faut en tenir compte aussi. Mais pour en tenir compte, il faut se mettre d'accord autour d'une table, et ça visiblement ça semble difficile parce que tout le monde attend que ce soit les autres qui prennent les décisions. Mais je crains que les décisions soient prises par les événements. C'est peut-être la bonne question. Est-ce que aujourd'hui un dirigeant quelconque va prendre une décision qui déclenchera le phénomène, ou est-ce que, comme disait Santini il y a 20 ans sous Chirac, je croyais qu'on avait atteint le fond de la piscine, mais on s'est mis à creuser. Ça fait quand même 20 ans qu'on creuse, et je ne sais pas si... parce que les systèmes meurent le plus souvent de leurs propres excès plus que par les coups de l'adversaire. En général, le coup de l'adversaire, c'est le coup de grâce, mais c'est quand même le système qui s'est suicidé tout seul. Est-ce qu'il ne faut pas attendre que nous soyons encore un peu plus au fond de la crise pour qu'il y ait des mouvements, je dirais, plus généraux un peu partout, et qui remettent le système en cause? C'est peut-être... si c'est ça, c'est dommage, parce qu'il y a des solutions dès aujourd'hui. Non, mais malheureusement, je pense qu'il faut se faire une raison. Le détricotage ne se fera pas à froid. C'est-à-dire que aujourd'hui, le G20, c'est pour manger des petits fours, c'est pas pour prendre des décisions. Donc, et au G20, il n'y a jamais eu une décision qui a été prise. Il y a eu de belles déclarations, mais il n'y a jamais eu une décision qui a été prise. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'on ait les membres du G20 qui se réunissent, qui réfléchissent à un nouveau système monétaire, qui réfléchissent à le détricotage des banques, des vraies mesures sur les banques, et pas le pauvre truc qu'on est en train de pondre à l'Assemblée. Et puis voilà, il y a un certain nombre de décisions à prendre. Or, ces décisions, vous pouvez être certain qu'elles ne seront pas prises à froid. Elles seront prises le jour où on aura un vrai pépin, où on aura le risque systémique qui sera matérialisé, où on aura des monnaies en pleine débandade. Là, ils se réuniront, et comme ils le feront à chaud, ils le feront mal, comme d'habitude, et ils nous pondront quelque chose qui, 15 ans plus tard, aura explosé à nouveau. Donc voilà, on n'est pas, malheureusement, je vous dis, si gouverner c'était prévoir, ça se saurait. Gouverner, c'est prévoir sa prochaine réélection. Donc ça ne sert qu'à ça. Et donc, malheureusement, on est en face de gens qui sont très probablement soit incompétents, soit complètement dépassés. Les deux. Bernard, d'autres questions? Oui, il arrive des questions. Là. Une auditrice dit, je le dis tout de suite parce qu'il n'y a pas besoin de donner de réponse, concernant la question précédente, un pays doit être gouverné et non géré. Mais ça, c'est du radio-courtoisie type. J'en ai trois qui sont sur le même sujet. Là, une auditrice et deux auditeurs, sauf erreur.
Y a-t-il un plafond en deçà? Oui, pour Monsieur Delamarche, des questions extrêmement précises, parce que les pauvres, nos auditeurs sont très concernés. Y a-t-il un plafond en deçà duquel on ne saisirait pas les comptes des petits épargnants? La deuxième question... Non, 3 fois non. Ah, vous avez déjà répondu, zut. Si on change de monnaie, en achetant une monnaie étrangère, l'État est tout à fait habilité à nous la prendre aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Pardon, je vous interromps. Oui. Et l'autre dit, comment pouvons-nous pratiquement répartir notre épargne en devises autres? C'est la même question. Le bon sens, c'est-à-dire diversifier autant il n'est pas bon d'avoir 100% en euros, autant il n'est pas bon non plus d'avoir 100% en couronne norvégienne. Donc déduisez-en ce que vous voulez, mais diversifier et n'ayez que 10 ou 15% sur chaque support. Et l'investissement dans l'or métal. Pareil, vous pouvez en avoir, mais mais ne mettez pas absolument toute votre fortune dessus. Ensuite, sur le fait qu'on puisse qu'on n'ait pas de minimum, de plancher sur la saisie des comptes. Petite dernière nouvelle. Vous aviez un fonds qui était un fonds justement de secours et de garantie des dépôts. Ce fonds contenait 2 milliards d'euros. D'accord, donc je vous laisse faire le calcul, ça va pas garantir grand monde. Et donc il faisait 2 milliards d'euros ce compte. Sauf que ce fonds, qui était uniquement destiné à garantir les dépôts, aujourd'hui, dans la nouvelle mouture de la loi bancaire, va servir aussi à sauver les banques en difficulté. Donc, imaginez ce qui va rester pour le déposant. Voilà. Notre auditeur disait, c'était un peu avant, dans ce pays où l'on ne parle que de chômage, pourriez-vous rappeler et expliquer qu'il y a 300 000 offres d'emploi non pourvues? Éric Froment, vous avez une... Je pense que ça correspond à la réponse que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que le système d'enseignement, de formation n'est pas tourné vers l'industrie. Et donc, quand on veut, et puis en plus, bon, on n'insiste pas sur les valeurs de travail, de travail bien fait, et ceci fait que on a du mal à trouver une main-d'œuvre qui est adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Je rencontre en effet énormément de dirigeants d'entreprises qui s'en plaignent. C'est un état de fait. Et vous pensez que c'est pareil dans la plupart des pays occidentaux ou... Pas en Allemagne, parce qu'il y a un système d'apprentissage et il y a une culture de l'industrie qui fait que c'est différent. Dans les autres pays, je ne sais pas, et donc je m'abstiendrai là. D'autres questions? Une question qui me concernait, à laquelle je vais répondre tout seul. Pour quelles raisons refusez-vous de lire les questions relatives au chômage et à l'immigration? Eh bien, cher auditeur, parce que vous aviez posé la question en donnant la réponse. La question était pourquoi n'en parlez-vous pas? Et il répondait lui-même, Monsieur Garello, à ce sujet, m'avait répondu, je ne vois pas où est le problème, je suis pour la libre circulation des hommes et des idées. Donc, est-ce que ça appelle un commentaire? Non, ça appelle pas de commentaire. Aujourd'hui, le chômage, il est non seulement conjoncturel, mais il est aussi structurel. C'est-à-dire que, comme le disait tout à l'heure Monsieur Froment, c'est les conséquences de la mondialisation, c'est les conséquences de... Donc, c'est pas une question d'émigration ou pas émigration, c'est surtout une conséquence de les entreprises gèrent de mieux en mieux, en tout cas aux États-Unis où elles l'ont fait très très rapidement, gèrent de mieux en mieux leur marge. Or, elles avaient des chiffres d'affaires qui baissaient sur la crise de 2008. Elles ont répondu très clairement non à la récession. Elles ne voulaient pas en entendre parler. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont viré tout le monde. Et donc voilà, c'est les gains de productivité qu'on a fait aux États-Unis, c'était pas des gains de progrès technique ou autre. C'est simplement qu'elles ont viré 20, 30%, 40% de leurs effectifs, c'est tout. Pour essayer de tenir le coup
dans la crise. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe systématiquement dans ce cas-là, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça vous revient comme un boomerang dessus par le chiffre d'affaires. Puisque les gens que vous avez virés et qui ne retrouvent pas de boulot, au bout d'un moment, ne sont plus indemnisés, donc n'ont plus de sous, et que si en plus on leur a piqué leur maison, leur voiture, ça fait beaucoup, et que donc ils consomment plus, et quand ils consomment plus, vous êtes à nouveau en récession, parce qu'il y a un moment où vous êtes obligé de vous arrêter, si vous voulez, quand il reste plus que le PDG et l'hôtesse d'accueil. À un moment où ça devient compliqué. Donc là, vous êtes obligé de vous arrêter, et donc vous ne pouvez pas adapter votre structure de coûts, d'autant plus que vous avez, contrairement à ce que dit Monsieur Bernanke, vous avez, grâce à lui, une augmentation de ce qu'on appelle les inputs, c'est-à-dire les coûts entrants, parce que ce monsieur est directement responsable du maintien ou même de la hausse des prix des matières premières et des prix de l'énergie. Si aujourd'hui, si on a un pétrole à $100 le baril, c'est pas parce que il y a une forte demande, c'est tout simplement parce que Monsieur Bernanke donne 4 milliards par jour aux banques pour faire mumuse, et que ces banques achètent des contrats futurs sur toutes les matières premières. Donc, entre autres, sur le pétrole. Aujourd'hui, le pétrole, il devrait valoir $40. D'accord? Il ne devrait pas valoir $100. Et pourquoi il vaut $100? Parce qu'on a un espèce de fou dangereux qui en plus a cloné au Japon et qui met 4 milliards par jour sur la table. 4 milliards par jour sur la table, ça donne des bulles, et les bulles se portent là où elles peuvent, et sur certains actifs, sur les actions, sur les obligations et sur les matières premières. Et donc c'est assez amusant de le voir à chaque déclaration qu'il fait nous expliquer que le quantitative easing, ça va permettre de faire baisser le chômage. Au contraire, ça l'augmente, parce que vous avez des inputs à ce moment-là, vous avez des coûts entrants. Une petite pièce de monnaie pour voilà. quantitative. Voilà. Allez, j'en ai un d'avance. Ça augmente le prix des matières premières. Comme ça augmente le prix des matières premières, ça augmente les coûts des sociétés. À ce moment-là, les sociétés, pour maintenir leur marge, elles virent. Voilà. Donc c'est exactement l'effet contraire de ce qui était soi-disant attendu par ce monsieur. Ça rejoint aussi le problème de l'intérêt général, hein, c'est-à-dire que à partir du moment où une entreprise dit je licencie, si elle est toute seule, c'est pas grave c'est pas grave entre guillemets, parce que les autres continuent de faire travailler des employés qui vont dépenser, donc ça touche pas beaucoup le PIB comme on dit. Mais par contre, si tout le monde le fait, eh bien là, il y a un effondrement de la consommation. Et donc, alors la consommation n'est pas le moteur de l'économie, ça n'est que le relais par rapport à l'épargne et à l'investissement. Mais encore faut-il qu'elle existe, parce que si elle n'existe pas, eh bien, la machine se grippe. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est que on a beaucoup triché. Et d'ailleurs, quand on se met autour de la table et qu'il y en a un qui triche, il est content tant qu'il est tout seul à tricher. Mais si tout le monde se met à tricher, c'est en général le premier à demander un arbitre. Donc là, on en est là aujourd'hui. Mais qui va se présenter comme arbitre et remettre un peu d'ordre dans les comportements? La question est ouverte. Bernard, d'autres questions? Oui, un auditeur à l'instant même là qui dit « Les USA font tourner leur planche à billets. Tout cet argent devrait logiquement inonder le monde. N'est-il pas responsable, enfin la masse de l'argent, n'est-elle pas responsable de l'augmentation délirante de tous les prix, en particulier l'immobilier à Paris? Quels sont les vrais bénéficiaires de tout cela, de tout cet argent fabriqué, puisque individuellement, les individus s'appauvrissent ?» Oui, enfin c'est pas tout à fait vrai. Il y a une partie de cet argent qui, je vous dis, rentre dans le prix de certains actifs comme les actions, les obligations et les matières premières. En revanche, tout le reste aujourd'hui ne tourne pas. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas d'inflation. C'est-à-dire que vous changez de poche, mais c'est le même pantalon. Le Trésor américain émet des obligations. Et il faut bien qu'ils trouvent un acheteur. C'est plus les Chinois, c'est plus les Japonais, c'est plus les Européens. Donc il faut qu'ils trouvent un acheteur. Qui est l'acheteur? La Fed. Bon.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tourne en rond. Le Trésor américain émet des obligations, il émet de la dette. Ça fait un petit tour par Goldman Sachs parce qu'il faut quand même lui filer une petite pièce au passage, et ça atterrit directement la semaine suivante dans les poches de la Fed, où ça reste dans les poches de la Fed. Et donc tant que vous n'avez pas de vitesse à la circulation de la monnaie, vous n'aurez pas d'inflation. Je suis désolé, on arrive vers la fin de l'émission maintenant. Je vais devoir, chers invités, vous remercier. Donc Olivier de Lamarche, associé gérant de Platinium Gestion, et Éric Froment, directeur de la société de conseil Periculum Minimum, auteur de Les clés du renouveau face à la crise, EMS septembre 2002, préfacé par Christian Blanc, et consultant au CEFIOR, stratégie d'économie et de fonctionnement intégrée aux organisations. Et je vous remercie, cher Bernard, pour la lecture experte de ce courrier. C'est un plaisir. Et j'espère que nous avons pu éclairer nos auditeurs. On me fait signe qu'on a encore un petit moment. Quel pourrait être le mot de la fin, Olivier de Lamarche et ensuite Éric Froment? Je vais dire quantitative easing encore une fois parce que j'avais mis deux. Non, le mot de la fin, j'espère qu'il va pas arriver trop tôt parce que ça va être compliqué pour les gens, mais le mot de la fin, ça va être on est face à un mur et attention parce qu'on va le prendre dans pas longtemps. Et Éric Froment. Oui, c'est difficile de donner le mot de la fin, mais en résumé, je crois qu'il y a des solutions de sortie de crise. Ces solutions de sortie de crise sont de toute façon la réindustrialisation pour recréer les emplois, parce que ça n'est que comme ça qu'on traitera de manière non douloureuse le remboursement de la dette. Si on veut éviter l'inflation, si on veut éviter le défaut, il faut passer par là. Et je crois que là, on a besoin, si vous voulez, de revenir sur une autre erreur qui a été commise, c'est-à-dire le traité de Maastricht a supprimé les pouvoirs des États sans donner ce pouvoir à un État supranational. Et donc, un certain nombre de grandes entreprises, de banques se sont engouffrées dans le vide. Et je crois qu'il est important, là aussi, de remettre un arbitre, parce que sans arbitre, il y a des dysfonctionnements. Eh bien, je vous remercie tous les deux pour ces analyses extrêmement éclairantes. Et je remercie également notre ami Bernard de Fabrègue.